Et donc j'ai été invité, je crois, pour présenter, dans ce cadre de ce colloque consacré aux innovations, à parler des travaux qu'on a menés sur une forme particulière de cognition qui est la mémoire autobiographique et voir en quoi ça peut déboucher sur des applications concrètes en soins. Alors c'est plus des travaux de recherche que je vais vous présenter, mais qui sont là aussi pour nourrir une réflexion et une application concrète dans les soins. Pour continuer la présentation, je tiens à dire aussi que je suis cet illettré qui a posé la question tout à l'heure au sujet de l'IPS, donc cette personne qui ne lit pas la littérature, comme disait le professeur Lançon. En fait, juste pour contextualiser le sens de ma remarque, cette réflexion n'était pas là du tout pour contrer le système IPS, pas du tout, puisque je pense qu'il est effectivement très efficace et très intéressant, mais on travaille à Strasbourg avec une unité médico-sociale qui est impliquée dans la réinsertion socio-professionnelle des patients avec handicap psychique, donc avec une spécificité sur le handicap psychique, et qui pratiquent l'IPS, mais pas uniquement. C'est pas un modèle unique en fait, le modèle IPS, et donc ont un point de vue un peu critique sur ce modèle-là, non pas pour lancer la controverse, la polémique, etc., mais juste pour apporter un peu de fluidité dans ce dispositif. Je pourrais moins bien en parler moi de ce dispositif, mais je vous inviterai à les contacter si vous les connaissez pas, mais probablement que vous les connaissez déjà. Bien. Donc, remédiation des troubles de la mémoire autobiographique dans la schizophrénie. Peut-être quelques mots pour commencer sur ce qu'on entend par mémoire autobiographique. Donc, la mémoire autobiographique, c'est cette petite partie de la cognition humaine qui s'intéresse à la mémoire non pas telle qu'on la teste dans un laboratoire, c'est-à-dire la mémoire de quelques mots qu'on arrive à retenir ou un numéro de téléphone, mais la mémoire des événements qu'on vit au quotidien et qui ont marqué notre histoire personnelle. C'est ça qui nous permet de nous rappeler de nos souvenirs d'enfance, d'événements qui ont été plus ou moins heureux, plus ou moins malheureux. Donc c'est ça qu'on appelle la mémoire autobiographique. C'est cette mémoire qui est directement liée à nous en tant que personne. Et c'est pour ça qu'elle est une mémoire intéressante quand on s'intéresse à la question de l'identité personnelle. Les communications de ce matin ont beaucoup insisté sur ce point-là, notamment dans la schizophrénie, que c'était une pathologie qui avait quand même comme un des symptômes caractéristiques de modifier l'expérience subjective, de modifier le rapport à soi, de modifier la conscience, la connaissance que l'on a de soi. Et je veux dire que ces perturbations de l'identité mais restent encore assez mystérieuses. On n'arrive pas encore à comprendre pour quelles raisons cette identité est modifiée. Et nos travaux de recherche dans l'unité INSERM cherchent justement à tenter d'identifier des mécanismes de ces altérations pour bien sûr ensuite tendre vers des remédiations, c'est ce que je vais vous présenter. Donc tout ce domaine, la mémoire autobiographique, c'est un très vaste domaine. Ceux qui s'y intéressent pourront se référer à ces modèles qui ont essayé de théoriser les liens entre mémoire et identité personnelle, mais ça c'est une affaire de chercheurs plutôt. Un point qui me semble intéressant dans ce type de mémoire, c'est qu'on peut faire la distinction entre deux composantes dans la mémoire autobiographique. Il y a une composante subjective qui a trait à l'expérience que vous faites lorsque vous remémorez un événement passé. Je vous demande par exemple de vous remémorer un événement agréable, positif qui vous est arrivé il y a, mettons, 5-10 ans. Ça peut être en rapport par exemple avec le travail ou avec la famille, peu importe. Je vous laisse un peu chercher. Peut-être que justement, en faisant ce travail de recherche et en retrouvant un événement un peu particulier comme ça que vous arrivez à vous remémorer, vous ferez cette expérience de pouvoir ainsi voyager mentalement dans le temps et à partir de là où vous êtes aujourd'hui, retrouver finalement les émotions, les sentiments, l'ambiance dans laquelle vous étiez au moment où vous avez vécu cet événement. Et c'est comme si à travers ce souvenir-là, vous vous retrouviez un peu vous-même dans le passé. Donc ça, c'est une dimension subjective, expérientielle que nous apporte la mémoire et qui nous permet de ressentir notre identité comme continue entre le passé et le présent. Et on peut faire la même chose même quand on se représente le futur. On peut voyager mentalement dans le futur et déjà commencer par anticipation à éprouver celui qu'on sera dans le futur. Donc ça, c'est une dimension subjective qui est le phénomène de la mémoire au moment même où on récupère un événement passé. Et puis un autre élément qui est important dans cette mémoire, c'est la dimension narrative. Puisque ce qui fait notre identité, c'est pas tant les souvenirs qu'on arrive à récupérer de notre passé, ça c'est un support important. D'ailleurs, si on n'avait plus du tout de mémoire, notre identité serait nettement altérée. C'est ce qui se passe dans des pathologies de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer.
Mais notre identité, elle repose pas uniquement donc sur des souvenirs séparés les uns des autres, mais aussi sur le récit que l'on crée et que l'on recrée sur soi. Quand on raconte son histoire ou sa biographie à quelqu'un, on n'est pas en train de redire une histoire qui existe déjà, on est en train chaque fois de recréer une histoire dont on est bien sûr l'acteur principal, mais dont on est l'auteur et qui change en permanence. Et donc, cette dimension un peu mobile de notre histoire narrative, eh bien, elle est importante en thérapie, puisqu'on va pouvoir, par ce fait-là, retravailler sur des façons de présenter sa biographie, et bien sûr, par là même, des façons de se représenter soi-même. Donc, il y a une dimension subjective qui est liée à l'expérience au moment de la remémoration, et ça va donner lieu à des travaux axés sur la remédiation de la mémoire autobiographique. On va essayer d'augmenter cette mémoire, et d'autres sur la dimension narrative qui va travailler plus la capacité de mettre en récit, de mettre en histoire son parcours personnel, et notamment de travailler la cohérence, la connexion de ce récit et la leçon que l'on peut tirer de certains événements qui ont été marquants dans notre identité. Alors pourquoi s'intéresser à ces deux dimensions? Bien parce que justement, donc moi je vais vous présenter surtout des travaux qui ont été faits auprès de patients souffrant de schizophrénie, mais il en existe dans d'autres pathologies, un peu moins dans d'autres pathologies. Mais dans la schizophrénie, on a pu montrer justement que ces deux dimensions, la dimension subjective et la dimension narrative, étaient diminuées, altérées par la maladie. Concernant la dimension subjective, ce que les travaux montrent, ce n'est pas que les patients ont perdu la mémoire de leur passé, pas du tout, mais lorsqu'ils essaient de se remémorer un événement passé, eh bien leurs souvenirs sont généralement plus vagues, un peu plus flous. Ils ont plus de mal à se rééprouver eux-mêmes dans cet événement passé, l'expérience que je vous ai fait faire tout à l'heure. Et donc, on peut penser que cette fragilité, cette faiblesse en détail, cet appauvrissement de ces souvenirs peut contribuer à affaiblir cette expérience de l'identité, ce ressenti de l'identité que l'on constate chez les patients. Et une autre étude a montré, l'étude de Mail, c'est une équipe allemande de Harburg, qui a montré que cette capacité de récupérer des souvenirs précis de son passé eh bien, était un des facteurs importants de la capacité à bien fonctionner dans sa vie quotidienne et un facteur plus important que d'autres variables cognitives plus élémentaires telles qu'on les teste dans les tests neuropsychologiques et même plus contributif de cette difficulté à fonctionner que les symptômes de la maladie eux-mêmes. Hein, donc, pour souligner l'importance de ce type de mémoire. Concernant la dimension narrative, on a évalué ça de la façon suivante. Donc, vous savez, on a tous, vous et moi, vécu des événements plus ou moins difficiles ou plus ou moins heureux, et certains qui ont pu avoir un poids plus particulier dans la personne que l'on est devenu aujourd'hui. On a tous, comme ça, connu des moments de rupture, des séparations, des deuils, des événements très positifs, de réussite par exemple, qui font que voilà, ces expériences-là nous ont marqués et on peut même se référer à ces expériences pour dire voilà, je suis aujourd'hui comme ça, je m'appelle un tel, j'ai tel trait de caractère, j'ai telle façon de voir la vie parce que j'ai vécu ces expériences. Et vivre ces expériences fortes, c'est une chose, mais c'est une autre que de donner sens à ces expériences et de tenter de relier ces expériences à une compréhension plus large de ce que je suis en tant que personne, de comment sont les autres. Typiquement, j'ai souvent l'exemple suivant, c'est quelqu'un qui, dans son adolescence, peut être en contact d'une personne, un proche ami qui fait un épisode psychotique. C'est un bouleversement pour lui d'avoir son meilleur ami qui fait cet épisode. Mais cet événement devient marquant pour lui parce qu'il en fait quelque chose. Il comprend par là que les troubles psychiques existent, ce qu'il ne connaissait pas du tout avant. Il se sent même peut-être naître une vocation après cette expérience pour devenir lui-même une aide plus tard auprès de ces personnes. Et finalement, cette expérience de vie va nourrir un changement de perspective et une connaissance de soi, des autres, du monde plus importante. Et donc ça fait référence à cette capacité de donner un sens aux expériences que l'on vit. Et justement, dans cette étude que nous avons faite, nous avons interrogé des patients avec schizophrénie et des sujets contrôle sur les expériences marquantes, déterminantes de leur identité. Et ce que nous avons montré, c'était que ces expériences-là on pouvait tout à fait bien se les remémorer. Là, pour le coup, il n'y avait pas ces souvenirs plus pauvres, plus vagues. Leur difficulté résidait plus dans la capacité à donner sens, à prendre du recul par rapport à ces expériences. Comme si c'était des expériences qui étaient
très fortes, mais pas intégrées dans une façon de comprendre le monde et de comprendre leur biographie. On a fait encore d'autres travaux plus récents où on a analysé la façon dont les patients racontent leur autobiographie, depuis qu'ils sont nés jusque maintenant, et en évaluant justement ces paramètres de cohérence, de connexion au sein du récit, qui sont des variables importantes pour comprendre le degré de cohérence de l'identité, et en montrant justement que ces récits étaient plus faibles en termes de cohérence et de capacité de réflexion sur sa propre biographie. Et en quoi ça peut être important de montrer ces altérations? Bien parce que cette difficulté à mettre en cohérence son récit était connectée, était corrélée, scientifiquement en recherche on appelle ça comme ça, était corrélée à la capacité de percevoir un sens, une cohérence dans son monde environnement. C'est l'échelle d'Antonovsky que nous avions utilisée pour ça. Nous avons montré aussi que ces perturbations au niveau de la mémoire autobiographique et la capacité à donner un sens pouvaient rendre d'autant plus vulnérables à l'impact des symptômes psychotiques sur la construction de l'identité. Je n'entre pas dans le détail de cette étude, c'est un peu compliqué, mais pour montrer le lien entre symptômes psychotiques, capacité à donner du sens et altération sur l'identité. Bien, ça c'est des éléments théoriques, maintenant comment on s'y prend en pratique? Pour la remédiation de la mémoire autobiographique, il y a plusieurs types de programmes qui existent. Les premiers qui ont été essayés chez des patients souffrant de schizophrénie dérivent de programmes qui étaient au départ destinés pour des patients souffrant de maladie d'Alzheimer. Et en gros, ça consiste à stimuler la mémoire autobiographique et entraîner les personnes en petits groupes à raconter des événements de leur passé, à raconter ce qu'ils ont vécu la veille, quelques jours en arrière, et lorsqu'ils étaient enfants, dans l'idée de renforcer la trace mnésique de ces souvenirs. Et c'est une thérapie qui marche, c'est des groupes qui ont été même éprouvés dans une étude parisienne contre des techniques de remédiation cognitive classique ou des approches type mindfulness. Un autre de mes collègues espagnols a également réalisé un programme un peu semblable de stimulation de la mémoire autobiographique en groupe, montrant l'intérêt que ça pouvait consister d'avoir ces programmes où on entraîne les patients à raconter un peu des événements de leur passé, toujours en essayant de les inciter à donner le plus de détails possible dans leur récit. Ce programme-là avait un intérêt non pas tant sur les performances en mémoire autobiographique, ce qui est intéressant pour la validité du programme, mais permettait aussi d'améliorer les symptômes dépressifs, ce qui est un effet secondaire tout à fait intéressant. À Strasbourg, on s'est intéressé à une autre approche qui est aussi dans une démarche vraiment de remédiation où on invitait les patients donc à raconter leurs souvenirs, on quantifiait le nombre de détails de ces souvenirs, et ensuite, par une méthodologie structurée, on les invitait à rechercher des détails dans des catégories sensorielles particulières. On leur demandait de se rappeler s'ils se souvenaient de la couleur de tel élément dans la scène, s'ils arrivent à se rappeler un peu des sensations qu'ils avaient ressenties, des émotions qu'ils avaient ressenties, etc. Pour se rendre compte que cette méthode-là permettait justement d'améliorer de façon significative les performances des souvenirs et même de normaliser certains paramètres. Ce qui nous apporte là une dimension intéressante, c'est-à-dire qu'on a pu avoir l'idée que les souvenirs des patients étaient globalement plus flous et plus pauvres en détails, mais peut-être que c'est simplement aussi lié au fait que on n'a pas été suffisamment les stimuler pour leur permettre de raconter un peu plus en détail leurs souvenirs, et lorsqu'on le fait, eh bien, on se rend compte que certains souvenirs peuvent être beaucoup plus détaillés que ce qu'on y pensait. Et puis il y a une autre technique qu'on essaie de mettre en place à Strasbourg qui vise à utiliser ce qu'on appelle des appareils photo portables. Donc ça c'est le vieux modèle que vous avez présenté sur cette diapo. C'est notre directrice de labo d'ailleurs qui est prise en photo, en flagrant délit. Donc c'est ce boîtier qu'elle porte autour du cou, mais qui est en fait le très vieux modèle qui n'est pas très très pratique et qui a été arrêté de commercialiser il y a quelques années pour être remplacé par un modèle plus récent qui est ce narrative clip. C'est un petit bouton qui est ici en blanc assez visible, mais qui existe aussi en noir de manière beaucoup plus discrète. Comment ça fonctionne? C'est un appareil qui prend des photos toutes les 30 secondes et qui permet, quand on revient chez soi le soir, de repasser un peu en boucle ce qu'on a vécu dans la journée et de renforcer, si vous voulez, la trace de ce qui a vécu dans la journée, ce qui a été vécu dans la journée. Et puis pour les amateurs de sensations fortes, il y a aussi la GoPro, mais ça c'est pour d'autres types de conditions, qui peut filmer à haut débit avec une fidélité incroyable, mais ça c'est pas du tout ce qu'on utilise en thérapie. Ensuite, donc il y a tout un système informatique qui permet de revisionner les images acquises au cours de la journée et de réentraîner sa mémoire.
Alors, ce type de dispositif a été utilisé chez des patients souffrant de maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies de la mémoire plus classiques, avec avec des résultats tout à fait intéressants et plus efficaces que la technique de l'agenda classique qui est utilisée dans ces hôpitaux de jour ou dans ce travail sur la mémoire. Et nous, on essaie donc de l'utiliser auprès des... Donc ça, c'est voilà, pour montrer les résultats, s'il y en a qui s'intéressent à ce sujet-là. Les graphes en rouge montrent l'efficacité de la thérapie avec le journal intime, donc écrire dans le journal ce qu'on a vécu dans la journée, et l'autre, c'est avec ce type de dispositif. L'important, je dirais, c'est surtout ce que vous voyez ici à toute fin, c'est-à-dire qu'avec la méthode de cet appareil photo, les sujets retiennent à peu près la moitié des événements de leur vie de tous les jours qui ont été retenus par rapport à à peu près 10% lorsqu'ils utilisent la technique du journal intime. Alors, cet outil-là est intéressant pour des pathologies sévères de la mémoire. Dans la schizophrénie, vous me diriez, on vous avait dit tout à l'heure que les patients n'avaient pas d'amnésie, donc quel intérêt d'utiliser cet outil? On est là plus dans un travail de preuve de concept. L'idée, c'est pas de rendre les gens dépendants de cet outil-là, mais c'est utiliser ce support-là pour, pendant un temps, entraîner la mémoire, faire comprendre aussi que dans notre vie de tous les jours, on passe à côté de beaucoup de détails dans la vie quotidienne. Et je dirais, il faut avoir porté l'appareil au moins une fois soi-même pour se rendre compte comment il peut être intéressant. Quand vous revisionnez ces images-là, vous vous rendez compte que, bien sûr, il y a plein de choses qui vous ont échappé dans la journée, que tout n'est pas forcément extrêmement pertinent et vous n'avez pas une folle envie de vous retenir absolument tout ce que vous avez vécu dans la journée. Néanmoins, ça vous rend attentif à un tas de détails qui passent justement inaperçus et suscite une motivation pour être un petit peu plus attentif dans son quotidien et être un peu plus éveillé à ce qui se passe, ce qui, par là même, j'irais, a tendance à renforcer la mémoire sans être dépendant d'un appareil. Donc voilà, on a un protocole actuellement en cours qui vise à évaluer l'efficacité de ce dispositif auprès de patients souffrant de schizophrénie. Donc ça, c'était la dimension plus subjective, donc de remédiation de la mémoire en tant que presque performance brute de mémoire. Et puis, il y a d'autres travaux qu'on est en cours de préparation sur la dimension plutôt narrative. C'est des protocoles qui ne sont pas tout simples à mettre en place, mais qui ont été développés dans d'autres domaines que la schizophrénie. Et ce sont tout le champ des thérapies basées sur le sens, donc qui vont focaliser sur des événements marquants, difficiles, en essayant de travailler avec les patients la compréhension qu'ils ont pu avoir des expériences difficiles qu'ils ont traversées, pas forcément liées à la maladie d'ailleurs, pour stimuler la capacité à mettre du sens sur ce qui s'est passé et travailler également le type de sens qui est donné, puisque un patient déprimé typiquement va donner facilement du sens à des événements difficiles de sa vie, mais très souvent selon le même type de schéma, c'est-à-dire en redonnant un sens négatif qui va nourrir une image de lui négative, un sentiment d'échec qui va être confirmé encore une fois par ces événements. Donc, stimuler la dimension du sens et en même temps, donc, un exemple typique, une personne quitte la salle, donc je pourrais interpréter ça comme relevant d'une malpolitesse crasse, en me disant qu'elle le fait exprès justement pour perturber mon intervention, mais comme je la connais bien et que bon retour, bon voyage en avion. Comme je n'ai pas cette cognition rigide, je peux avoir un peu plus de souplesse et éviter de tomber dans ces pièges. Donc, d'autres types de travaux ont été menés chez des patients souffrant de cancer. Une approche basée sur le sens, donc, qui vise à questionner la thématique de la maladie dans la biographie de la personne et travailler son articulation avec ce passé avant que la maladie commence, travailler la question du sens de la maladie dans une perspective future, donc tourner vers les choix de vie, les objectifs de vie qui peuvent découler ou non des leçons que l'on tire sur cette maladie. Donc voilà, c'est un des éléments d'inspiration sur le programme que nous sommes en train de mettre en place avec des collègues et une revue de littérature, pour ceux que ça intéresse, qui a montré l'efficacité de ce type d'approche chez des patients souffrant de maladies graves ou de cancer. Et ces travaux ont aussi déjà débuté dans le domaine de la dépression, donc avec ce livre de Jefferson Singer qui vise à retravailler justement ces souvenirs marquants auprès de patients dépressifs. Jefferson Singer, c'est à lui qu'on doit le concept d'événements marquants et sa théorisation en psychologie. Il y a aussi des travaux de Lisa Kerr qui ont
Paul Isaker, que je ne présente pas, mais qui ont essayé de développer cet enrichissement des capacités narratives en focalisant sur la thématique de la maladie, mais une approche qui est quand même très très centrée sur la question de la maladie. Ce que l'on vise dans le programme qu'on est en train de construire, c'est de brasser la question de l'identité au sens plus large et la biographie au sens plus large. Et puis encore un travail d'une équipe italienne qui est intéressant à mentionner, qui a travaillé avec les patients justement la mise en livre de leur autobiographie, avec un travail sur des photos, des textes, des souvenirs remémorés qui sont petit à petit constitués dans un livre avec une trame narrative qui peut être le fil conducteur de ce livre. Et des travaux qui ont été bien sûr nourris par les travaux de Michael White, qui est un des grands-pères des thérapies narratives, et qui a aussi donné lieu à un travail que peut-être certains d'entre vous connaissent, un travail sur l'histoire de vie, un cas clinique qui est présenté dans une revue française de psychologie. Voilà pour quelques perspectives d'innovation possibles sur le support de la mémoire autobiographique. Et je tiens à remercier les collaborateurs de ces travaux, donc Jean-Marie Dagnon, mon maître, Jevita Potegadou, qui est psychologue actuellement en Suisse, et Mélissa Allais, qui est la doctorante que j'encadre et qui soutiendra très bientôt. Voilà, merci pour votre attention. J'ai entendu parler de traitement des psychotiques par la psychanalyse. Je voudrais savoir quelle est la différence d'une psychanalyse et la mémorisation autobiographique. Pardon. Merci pour votre question qui est très vaste. Je ne suis pas spécialiste de la psychanalyse, donc mon risque, c'est qu'en en parlant, je vais la déformer. Je dirais que le type d'approche qui se développe en mémoire autobio, en TCC, et qui tente à être modélisée, c'est une façon de structurer, d'opérationnaliser les outils qui vont être proposés ensuite dans des groupes. Donc, bien sûr, les contenus vont être parfois assez semblables. Les psychanalystes s'intéressent aussi à l'histoire de vie des patients, s'intéressent aussi au sens qu'ils vont en donner. La démarche sera un peu différente, ici dans le sens où ça va être une approche plutôt en groupe, plutôt codifiée, plutôt avec des séances dont les thèmes sont définis à l'avance. Et la question, c'est pourquoi ? C'est parce que c'est la seule façon aujourd'hui de promouvoir et de parler d'un travail quand il s'agit de l'évaluer. Chose à laquelle la plupart des psychanalystes ont tendance à renoncer, c'est leur droit, mais ça ne veut pas dire que les contenus et l'intérêt qu'on porte au vécu subjectif des patients diffèrent dans ces deux approches. Merci. Et est-ce que le traitement par la psychanalyse est appliqué ici en France ? C'est même le traitement qui a dominé pendant longtemps et qui reste encore dans beaucoup d'endroits l'approche dominante. Donc, mais je pense qu'il faut être très vigilant aux mouvements extrémistes. C'est-à-dire que la psychanalyse a été dominante et peut-être dans une position extrémiste il y a quelques années en arrière, époque que je n'ai pas connue. Le risque, c'est de virer dans l'extrémisme inverse, c'est-à-dire de jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer que que tous les psychanalystes font un travail à côté. Certainement pas. Je pense qu'on est vraiment à l'heure où, et c'est le sens de ce colloque, c'est on partage entre professionnels à bâton rompu, peu importe les milieux dont les uns et les autres viennent. En psychothérapie, on a ce travail à faire. Il est loin d'être abouti, mais je pense que vraiment, on va gagner à travailler ensemble et non pas dans des querelles de clochers stériles. Bonjour. Dans d'autres contextes sur la remédiation cognitive, notamment en autisme, ça, les critiques qui peuvent être faites, c'est que tant qu'on est dans la période de séance de remédiation cognitive, on observe un impact positif, ça dure un certain nombre de semaines extra, puis ça s'arrête et on n'arrive plus il n'y a plus d'impact. Enfin, ça fait partie des choses qu'on peut lire. Et du coup, par rapport à ce que vous venez de nous exposer, est-ce qu'il y a une espèce de constat sur... tant qu'on est dans cette espèce de démarche dynamique, on voit quelque chose, et après, qu'est-ce qui perdure ? Est-ce qu'on le quantifie ? Très bonne remarque. Ça rejoint la remarque qui portait ce matin sur l'accès à l'emploi, un petit peu.
on est dans ce même type de limite, effectivement. Les quelques évaluations à distance qu'on a de ces programmes montrent un épuisement de l'effet, mais parfois qui porte sur une variable qui est très très cognitive et qui n'est pas celle qui est la plus pertinente en fait pour apprécier la portée plus générale de l'outil. C'est une des grosses contraintes en recherche. On peut avoir des outils magnifiques en remédiation cognitive qui vont entraîner les patients à utiliser un certain nombre de stratégies dans leur vie quotidienne. Mais quand on veut évaluer l'efficacité de ce dispositif, on est obligé de retourner à des tests parfois très très peu écologiques, des tests de laboratoire qui n'ont aucune pertinence. Donc le bon outil pour apprécier l'efficacité d'une intervention est vraiment une question de fond. Mais je vous rejoins, je pense qu'on n'a pas la démonstration de la pérennité de l'effet. Voilà, et je pense que comme tout, c'est pas parce qu'on montre que l'effet ne perdure pas que c'est inutile. On est tous à utiliser des outils aussi dont on est convaincu que ça fonctionne. On n'a pas la démonstration qu'à terme ça va fonctionner, mais quand on multiplie les outils, on arrive à quelque chose. Je pense que le programme d'entraînement métacognitif, qui me semble qui est un programme que je trouve très intéressant, qui vise à travailler justement les biais de raisonnement, les biais les biais cognitifs qui peuvent contribuer à certains types de croyances. C'est un programme qui est très efficace, intéressant, qui montre aussi des effets à long terme, mais pas chez tout le monde. J'en parle aussi parce que donc, je connais personnellement celui qui a créé ce programme-là. Et pour rebondir sur la communication d'avant, c'est un programme qu'il a utilisé aussi pour essayer de modifier les représentations entre groupes religieux. Donc, je vous invite à lire un de ses tout récents articles qui s'appelle « Les musulmans aiment aussi Jésus », donc un article en anglais. Il a utilisé cette même stratégie de thérapie métacognitive, donc qui vient à remettre en question ses propres biais cognitifs, pour montrer comment, quand on appartient à un groupe religieux, et qui plus est quand on est très investi dedans, on a tendance à méconnaître les points de vue des autres, et par là même à porter des jugements stigmatisants sur les autres. Et ça, son étude s'est pas limitée à montrer que ce biais existait, il a montré aussi qu'on pouvait remédier ce biais en informant les gens un peu différemment. Alors, c'est une étude en ligne, ça vaut un peu ce que ça vaut, mais je trouve intéressant de montrer que c'est un psychologue qui a mené cette étude-là, qui travaille dans le champ de la schizophrénie, mais qui a étendu ses travaux au-delà, dans une perspective un peu plus sociale et très d'actualité. C'est Stéphane Moritz, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, votre communication m'amène à vous raconter quelque chose d'une pratique qui est tout à fait personnelle. C'est qu'il m'arrive en tant que psychothérapeute de demander parfois à des patients de m'amener des photos qu'ils estiment marquantes, importantes. De travailler à partir de ces photos-là l'ensemble des réminiscences, des souvenirs qui peuvent surgir. Et c'est quelque chose qui est extrêmement riche et très productif. C'est bien sûr très différent de la technique que vous décrivez, qui consiste à faire, je sais pas moi, 1000 photos dans une journée, et qui travaille un petit peu plus tôt la mémoire, je dirais immédiate peut-être, ou quelque chose de ce genre. Tandis que là, il s'agit plus de quelque chose, d'un travail qui peut amener la résurgence de souvenirs anciens, parfois traumatiques ou autres, etc. Est-ce que dans votre pratique, c'est une dimension qui est prise ou pas? Oui, bien sûr. En fait, ce que je n'ai pas évoqué ici, c'est qu'il y a deux stratégies dans la remédiation de la mémoire autobiographique. Il y a une stratégie de la mémoire ancienne, c'est le travail en groupe de stimulation de la mémoire que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui là va se baser sur des photos, sur des témoignages du passé qui vont stimuler ce type de mémoire. Et les outils que je présente là, c'est des outils pour stimuler plutôt la mémoire immédiate, mais quand même, l'idée derrière aussi, c'est de se dire, si quelqu'un se rend compte que justement il a du mal à retenir des événements, et même des événements importants, eh bien on peut tout à fait lui fournir l'outil pour ce type d'événement important, qu'il pourra ensuite plus facilement revoir un peu en accéléré et retrouver cette sensation de
de revivre l'événement, des détails, des émotions, etc., qu'il n'aura pas aussi facilement accès avec simplement des photos. Je dirais cet outil-là a cet intérêt de proposer une visualisation dynamique des photos qui est, en termes d'indices pour stimuler la mémoire, beaucoup plus puissant que des photos passives. Mais voilà, c'est pas notre vie quotidienne n'est pas remplie d'événements extraordinaires, donc c'est plutôt à réserver pour des événements particuliers. Alors, est-ce que vous voulez dire par la mémoire autobiographique la mémoire épisodique? Donc, vous parlez de la même chose, la première question. Et la deuxième, pourquoi la mémoire autobiographique? Est-ce que c'est celle qui est la plus affectée chez les schizophrènes? Pourquoi pas la mémoire de travail? Donc, je voulais savoir pourquoi la remédiation de la mémoire autobiographique. Oui, merci pour votre question. Donc, c'est une question de définition des différents domaines de la mémoire. La mémoire de travail, donc, c'est cette mémoire très, très immédiate qui nous permet de retenir une information juste pour ce qu'on va faire et puis l'oublier ensuite. La mémoire épisodique, c'est un concept plus général qui s'applique à la capacité de retenir des éléments un peu plus à long terme en se souvenant du contexte dans lequel on les a appris. Donc ça se différencie des connaissances historiques, sémantiques qu'on a apprises. Comme ça, on sait que la Révolution française, ça s'est fait en telle année. Bon. La mémoire autobiographique, c'est cette partie de la mémoire. La mémoire autobiographique, ce qui la caractérise par rapport à la mémoire non autobiographique, c'est qu'elle se réfère à nous-mêmes. Et on a une composante qui est tout à fait épisodique, c'est ces souvenirs qu'on arrive à récupérer en images, à rééprouver. Et il y a aussi une composante de la mémoire autobiographique qui est plus sémantique. On sait comment on s'appelle, on sait qu'on a été dans telle école quand on était petit, on sait que nos amis s'appelaient un tel et un tel et un tel, sans avoir pour autant de souvenirs très précis de ces événements-là. Donc il y a des parallèles et des distinctions entre mémoire épisodique et mémoire autobiographique, basées sur ce que je vous dis là. Et donc, la question, est-ce que c'est plus altéré la mémoire autobiographique que les autres? Donc, on a fait une méta-analyse l'année dernière qui montrait que le degré d'altération de cette mémoire est aussi important que les tâches de mémoire de laboratoire classiques. Donc, ce n'est pas du tout un épiphénomène, c'est une source d'altération tout à fait importante. Bien, merci. Je peux faire un commentaire? Bah oui. Et après, on fait une pause café. Enfin, si vous voulez pas, vous la faites pas. Moi, je vais la faire. Il y a plein de gens qui doivent se dire, mais pourquoi on parle de ce truc, quoi? Tout à l'heure, on nous a fait la révolution. C'est tous des enculés, les psychiatres. Il faut donner la parole aux citoyens. Et la psychanalyse. Mais parce que c'est comme ça, le business. C'est ça, mon métier. C'est à la fois faire qu'il y ait des types qui fassent des trucs super pointus, à faire rouler des Ferrari, et puis des gens qui viennent dire la question des usagers. C'est pas la lutte des classes, l'affaire. Je vais vous expliquer comment ça marche, pour répondre à votre question. Je vous remercie pour l'histoire de la GoPro, ça m'a appris quelque chose, mais faites attention, parce que vous savez que Schumacher, il est invalide à cause de la GoPro, et que la GoPro, c'est très dangereux, donc il faut faire attention. Mais bon, oui, c'est pas parce qu'il a une chute de ski qu'il lui arrive un truc, c'est parce qu'il a une GoPro sur la tête et que la GoPro a une fixation et que ça lui a perforé le lobe frontal et que maintenant on n'en parle plus et que GoPro, à cause de ça, a décidé de faire autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est là où il y a un malentendu. Comme dans l'exposé tout à l'heure, il est parti, Thémis, ce salaud. On passe tous son temps à faire comme si tout le monde devait être pareil. Il devait y avoir une façon de vivre la vie et une façon de la penser. Hein? Vous voyez, alors il y aurait les mauvais qui voudraient être normatifs, avoir un boulot et tout ça, et puis les autres qui seraient des sympas, qui seraient capables de faire la révolution, d'écouter du Brel, de la guitare électrique et tout ça. Ben ça marche pas comme ça. Mais ça veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il y a des régularités dans l'être humain, il faut les connaître. Et un professionnel, c'est celui qui est capable de savoir qu'il existe des régularités et de proposer face à ces régularités des choses qui sont en adéquation avec les niveaux des personnes. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Moi, ce qui m'a appris la GoPro, je vais vous la raconter l'histoire. Un jour, je vois un patient qui m'a amené par une brave dame qui avait passé 27 ans à l'hôpital communautaire, où on était des humanistes, où on buvait le pastis à la cafétéria thérapeutique et on écoutait des épisodes psychothérapeutiques et de la poésie, vous voyez ce que je veux dire, où le psychiatre était plus ivrogne que ses malades mentaux, à Saint-Alban, quoi. Le mec, ça faisait 17 ans qu'il était là,
Mais putain, elle allait super bien, quoi, quand même. Mais globalement, en dehors de la cafétéria et de parler avec son psychiatre complètement détronché plus que lui, il savait rien faire. Bon. Alors ce type avait de la chance parce que quand même, les parents, ils trouvaient que c'était bien la cafétéria et puis ils ont fait Internet. Puis ils se sont rendus compte qu'on pouvait faire autrement. Donc ils sont venus me voir. Et puis moi, j'ai fait des trucs, je vous passe ce que j'ai fait, ça n'a aucun intérêt. Bon. J'ai fait des trucs, ce type, il avait plus envie d'être à salle de bain, aller boire des cafés avec le psychiatre qui est plus de la gueule. Alors il s'est posé une grande question. C'est comment on fait après 16 ans en sortant du truc. Alors, c'est pas la même chose que la psychothérapie, raconte pas des histoires. Hein. C'est une vraie question. Alors, les parents, ils sont intelligents. Ils lui ont offert un appartement. Il avait de la chance. Et puis, la mère, elle se dit, mais il y a un truc qui va pas du tout chez mon fils. Moi, je le vois tous les soirs. Il me raconte rien de sa journée. Tout est pareil. Comment vous voulez, docteur, qui vive au quotidien chez lui, alors qu'il ne sait même pas la différence entre 8h du matin, ce qui s'est passé, 4h de l'après-midi, c'était il y a 20 ans. Hein. Je connais vos travaux, vous inquiétez pas, l'autobiographie, tout ça, je la connais. Et elle me dit, mais moi j'ai décidé de faire un truc. Je lui ai dit, tous les jours, tu vas m'écrire les 3 éléments les plus importants de ta journée, et le soir, on va en discuter. J'avais pas de neuropsychologue à l'époque. Et bien cette brave dame, qui était bien plus intelligente que moi, grâce à ça, et puis un certain nombre d'autres choses, ça nous a permis une chose très importante chez cette personne qui voulait vivre de façon autonome, c'est de l'aider à être autonome. Donc tout ce que vous venez de raconter là, dans certaines circonstances, ça a un intérêt, mais pas chez tout le monde. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça, et que vous faites de la généralisation, c'est-à-dire soit tout le monde en aurait besoin, soit vive la révolution pour tout le monde, eh ben vous n'êtes pas un docteur, vous êtes un religieux. D'accord ? Et ça, c'est comme vachement important, parce que ce que vous avez raconté, cette brave dame, elle l'a fait il y a 20 ans. Mais vous, ce que vous faites encore mieux, parce que ce que vous racontez, c'est vachement intelligent. Parce que ça veut dire que les gens, ils ont besoin d'avoir des films. Ils ont besoin de voir du mouvement. Et ce que vous faites avec une GoPro, c'est vous leur remontrer un film. Et bien chez certaines personnes, c'est très utile. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tous les gens à l'hôpital psychiatrique, leur mettre la GoPro et leur dire circuler. Mais si on veut aider certaines personnes, non, je m'explique. Si on veut aider certaines personnes, qu'on ne fait pas une thérapie idéologique, la psychanalyse c'est une idéologie, donc ça ne peut pas marcher. Non, mais moi j'ai beaucoup de respect chez certains psychanalystes, je l'ai dit tout à l'heure. Mais l'idéologie psychanalyste en elle-même, c'est une idéologie. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Et quand je dis ça, après je me fais des ennemis, donc ça invalide ce que je viens de dire jusqu'avant. Les mecs disaient, ah putain, j'ai à peu près compris ce qu'a dit Lançon, il vient de dire une saloperie, c'est pas bon, c'est pas grave. Mais quand on fait un projet avec quelqu'un, moi, je ne suis pas en train de me battre sur l'idéologie. Il me demande un conseil technique. Si je veux l'aider à retourner dans son environnement, c'est une vraie question. Pourquoi ils ne restent pas dans les appartements, les gens? C'est pas... Bon, bien sûr, c'est une question de l'accès à l'appartement. Mais il y a aussi plein de raisons, et les gens sont très différents. Et dans les plein de raisons qui font que les gens n'ont pas accès à l'appartement, il y a un nombre de personnes qui représentent X% des gens qui reçoivent le mot qui s'appelle schizophrénie, qui recouvre une réalité qui est multiple, mais qui n'est pas infinie. Il y a X% de personnes qui n'arrivent pas à vivre dans l'appartement pour des raisons très simples, qui est que le matin, le midi et le soir, c'est très différent. Pour la plupart d'entre vous. Et bien pour eux, ça n'a rien de différent. Et si moi, je ne suis pas capable de faire la différence entre lui et l'autre personne que je vais mettre dans les appartements, ben je vais passer ma vie à faire des réunions, il faudrait des appartements thérapeutiques, il faudrait des clubs, des machins, des bidules. C'est ça le métier de docteur. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir... Et puis il y a une dernière chose que je pense important dans ces congrès, c'est que les gens puissent échanger entre les chercheurs qui passent des trucs importants, les pères aidants qui parlent des trucs importants, parce que ça c'est la démocratie, quoi. Chacun parle de son truc et ça permet aussi de faire un brassage des idées. Voilà. Donc c'était juste ça l'idée.